Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Pour la première fois depuis 30 ans, les Français utilisent moins leur voiture. En cause, bien sûr, la hausse des prix du carburant. La circulation a baissé faiblement encore, mais suffisamment pour le dire. Une bonne nouvelle pour les chantiers de Saint-Nazaire. 2 paquebots géants y seront construits dans les années qui viennent. Une bouffée d'oxygène pour les anciens chantiers de l'Atlantique rachetés en juin dernier. Les restos universitaires s'intéressent à la diététique et enlèvent les sodas de leur formule menu à Montpellier, l'équilibre alimentaire avant tout. Un médicament pour traiter l'éjaculation précoce, un trouble dont souffriraient 20 à 30% des hommes. À l'origine, un antidépresseur qui marche sur ce genre de dysfonctionnement, un produit en cours d'expérimentation. Et puis, l'événement théâtral, Isabelle Adjani et Marie Stuart, un rôle éblouissant, un retour sur scène. Elle incarne avec talent et force, une force incomparable, cette Marie Stuart. Quelques jours après la rentrée des classes, un collège dans l'Essonne a essuyé un tir de carabine à plomb cet après-midi. C'est la deuxième fois en 24 heures qu'une affaire de ce genre se produit. Un professeur et un élève ont été légèrement blessés, mais rien qui nécessite une hospitalisation. C'est d'une barre d'immeuble de la cité d'en face qu'est parti le coup. 2 adolescents sont placés en garde à vue à Savigny-sur-Orge. Franck Genozo et Madi Diawara. Sur la façade de l'établissement, les enquêteurs de la police scientifique recherchent des traces d'impact. 2 heures plus tôt, des coups de carabine à plomb sont tirés du 5e étage de l'immeuble voisin. L'un d'eux frôle un élève de 5e avant d'atteindre un professeur d'anglais en plein cours. L'élève qui a eu mal n'est pas blessé. Par contre, le professeur qui a reçu le premier impact a effectivement une coupure superficielle qui ne nécessite pas une hospitalisation. Très vite, les autres collégiens sont transférés dans des salles éloignées du tireur. À la sortie, l'incident est dans toutes les conversations. Il y en avait qui criaient, et la maîtresse, le professeur il pleurait. Ça se fait pas de viser une prof comme ça. C'est pas bon, ça se fait pas. C'est à l'école. En plus, c'est à l'école. Finalement, il ne faudra que quelques minutes aux policiers pour retrouver les 2 tireurs présumés. 2 mineurs de 16 ans qui ont déjà eu affaire à la police. Mis en garde à vue, ils sont toujours interrogés au commissariat de Savigny-sur-Orge. Il n'y a pas de mobile bien précis. Il semblerait que ce soit plus par jeu. Hier, un incident du même ordre avait conduit à l'arrestation d'un jeune homme de 18 ans à Paris. Il est soupçonné d'avoir tiré sur une école élémentaire sans faire de blessés. Pour l'heure, il n'a pas fourni d'explication et a été conduit à l'hôpital par les services de police. Et comme une loi des séries, on a appris cet après-midi qu'un individu a pénétré dans un lycée de Limoges armé d'une carabine à plomb. Il a tiré à plusieurs reprises, blessant légèrement 2 élèves. Le jeune homme, qui n'était pas un ancien élève du lycée, a été arrêté peu après en ville. Il était connu des services de police. On ignore encore ses motivations. Une tendance à encourager, suffisamment rare pour que l'on s'y arrête en ce début de week-end. Vous êtes nombreux à prendre le volant. La circulation des voitures en France a baissé cette année. Le prix de l'essence y est pour beaucoup. Les Français commencent à laisser leur voiture au garage. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans. Yvan Martinet, Mathias Barrois. Ras-le-bol des voitures, bonne nouvelle, la circulation automobile en France baisse. Une première depuis 1974, car depuis cette date, elle augmentait un peu plus chaque année. Plus de TGV, plus de trains express régionaux, plus de tramways, plus de transports urbains. Et donc l'usager, quand il a le choix, eh bien, il choisit un peu plus de modes doux. Et du coup, ça veut dire moins de pollution automobile. Une offre de transport accrue pour expliquer cette baisse? Pourquoi pas? Mais l'explication la plus plausible semble davantage être la très forte hausse des prix du carburant, plus 24% en 2 ans, dissuasif. À cela s'ajoute une politique moins indulgente avec les automobilistes. Nous avons aussi la réalité de difficulté de circuler en ville, avec toutes les mesures qui ont été prises pour mettre la voiture hors de la ville. Et puis aussi peut-être un peu l'effet radar, la perte des points, qui amène un changement de comportement et on prend moins sa voiture quand on peut le faire. L'automobile néanmoins garde la préférence des Français, utilisée dans 83% des déplacements, devant le train 10% et loin devant l'avion 2%. Les seuls à ne pas se réjouir de cette baisse seront les constructeurs automobiles, un secteur en baisse. Et ceci nous amène à ces radars de nouvelle génération. Ils sont plus petits et surtout plus efficaces. Des appareils qui piégeront les automobilistes sur 4 voies en même temps. Un modèle presque de poche, difficile donc à repérer. Patrice Pellet, Jean-Marc Nouknouk. Vous connaissiez celui-ci, bientôt vous connaîtrez celui-là. Son nom, Mesta 2000.
Le ministère des Transports ne souhaitant pas nous montrer ce nouveau radar, nous l'avons déniché sur le site internet du constructeur. Caractéristique principale, il peut flasher simultanément sur 4 voies. Inutile donc d'espérer échapper à l'amende en roulant sur la voie la plus éloignée. Il est équipé de capteurs numériques haute définition et ces images sont maintenant sans reproche. Il peut être installé partout, jusque sous les tunnels. Moins repérable que l'ancien modèle, son arrivée pour des associations comme les motards en colère n'est pas forcément la réponse à la sécurité sur la route. Nouveau radar, ça change rien. Sur le fond, tous les problèmes restent, les problèmes de formation, d'éducation à la sécurité routière, les problèmes de santé liés à la conduite, les problèmes d'usagers vulnérables. Voilà, donc on ne parle absolument pas du fond, on ne parle pas de l'éducation à l'école, on met un nouveau radar. En préparation, le même modèle mais en plus petit et une ultime version sans rien à l'intérieur, des radars leurres. En 2005, 4 millions de contraventions ont été envoyées aux contrevenants. Une belle manne pour l'État, 205 millions d'euros. Un grand bol d'air pour les ex-chantiers de l'Atlantique rachetés par un groupe norvégien en juin dernier. Sur leur carnet de commandes, 2 immenses paquebots à livrer dans les années à venir. Une bonne nouvelle pour l'emploi à Saint-Nazaire. Cyril Zard. Dans les ateliers de Saint-Nazaire ce matin, la commande occupait tous les esprits. Son annonce ouvre de nouvelles perspectives. Pour les salariés, c'est l'optimisme. C'est une bonne chose. Pour l'avenir de la région, pour le chantier en lui-même, pour tous les acteurs de la ville, quoi. Ça va faire du boulot en plus, ça va pas faire de mal. D'ici 2010, les anciens chantiers de l'Atlantique doivent réaliser 2 paquebots pour un armateur américain. Montant du contrat, 1,5 milliard d'euros. Des navires démesurés, embarquant jusqu'à 6000 passagers, à l'image du Queen Mary 2, sorti il y a 3 ans des bassins de la ville et qui avait redonné aux chantiers leur fierté. Cette commande est la première enregistrée depuis le rachat de l'entreprise par un groupe norvégien. On nous a toujours tenu le discours du développement de Saint-Nazaire, de développer le volume d'activité, d'avoir pris le chantier pour son savoir-faire, ses connaissances et ses compétences. Donc ça, c'est la confirmation de tous ces éléments-là. Le retour d'un armateur pour lequel Saint-Nazaire n'avait pas travaillé depuis 15 ans et ce sont 250 emplois supplémentaires qui seront créés au printemps prochain. En Côte d'Ivoire, les déchets toxiques d'un cargo étranger ont été déversés dans des décharges publiques à ciel ouvert. Une pollution d'une ampleur inquiétante, un désastre pour l'environnement qui débouche sur une crise politique puisque le gouvernement a démissionné. 3 personnes sont mortes et près de 1500 habitants souffrent d'intoxication. Thierry Curtet. L'odeur pestilentielle apparaît un matin d'août. Très vite, 1500 personnes vont être intoxiquées. 3 d'entre elles vont mourir. Tous les quartiers touchés ont un point commun, situé à côté d'une décharge. Or, cette nuit-là, une noria de camions-citernes vient y vider en toute illégalité 400 mètres cubes de produits toxiques. Un mélange de gazole, de soude caustique provenant des cuves d'un navire venu vidanger dans les installations portuaires d'Abidjan. Dans le chaos ivoirien, les manifestations, les barrages que provoque la colère des victimes entraînent la démission du gouvernement. Il y a eu des Ivoiriens qui ont perdu la vie à cause de négligence, de légèreté, coupable de certains de nos compatriotes. On ne connaît pas la nature exacte des produits vidés dans la nature. Sont-ils issus du nettoyage des cuves ou est-ce un déchet toxique dont l'exportation est totalement prohibée? Le Probo Koala, bas pavillon panaméen, est la propriété d'une société grecque avec un équipage russe affrété par une société néerlandaise. En juillet, il a tenté de vider ses cuves à Amsterdam. Opération aussitôt annulée sans que l'on sache pourquoi. Le bateau est reparti vers l'Espagne, puis l'Afrique. Une équipe de 5 spécialistes français arrive ce soir à Abidjan pour expertiser les déchets et prescrire les bons traitements. Arcachon, rien n'indique à ce jour qu'il y ait un lien direct entre le décès de 2 personnes et leur consommation d'huîtres. Le résultat des autopsies en dira davantage. Les ostréiculteurs réclament eux, la vérité pour lever, espèrent-ils, les soupçons. En attendant, voyons si dans la région cette affaire a des répercussions sur les ventes d'huîtres. Génie Briffa et Philippe Dumail. L'été se prolonge sur le bassin d'Arcachon et les terrasses restent animées. Malgré la crise, les touristes continuent à déguster poissons et crustacés, plutôt sereinement. J'ai entièrement confiance. Je pense que
Il y a un tel principe de précaution avec les histoires de la vache folle, du sang contaminé, que maintenant tout le monde ouvre les plus grands parapluies possibles qu'il y a sur Terre. Oui, ça me fait un peu peur. Je ne mangerai pas d'huîtres de cette région tant que je ne saurai pas de quoi il s'agit. Dans les restaurants, les huîtres de Bretagne commencent à remplacer celles d'Arcachon. Jusqu'à la semaine dernière, on écoulait ici 150 kg d'huîtres du bassin chaque jour. Aujourd'hui, on vend à peine 20 kg d'huîtres de Marelle. C'est un peu la psychose, quoi. On vend un peu moins de coquillages par rapport à la semaine dernière. Déjà, on voit un peu de différence de vente de coquillages par rapport à cette semaine, hein. Depuis quelques jours, disons depuis le décès de ces deux personnes ce week-end. Hein. Aujourd'hui, les producteurs ne comprennent pas que le ministère de la Santé ait communiqué sur ces décès avant qu'un lien formel soit établi avec la consommation des mollusques. Si les autopsies lèvent tout soupçon sur les huîtres, les ostréiculteurs porteront plainte pour diffamation. C'est extrêmement grave d'avoir été jeté l'opprobre, c'est-à-dire sur une profession, et surtout sur toute une région. Sur le bassin, les ostréiculteurs continuent à travailler. Ils veulent pouvoir réapprovisionner leurs clients dès que la crise sera passée. Ils espèrent le plus vite possible. Dans les restos universitaires, on se préoccupe de diététique. Et à Montpellier, par exemple, le coca sera supprimé comme option au menu. Le soda disparaît donc de la formule parce que ses propriétés nutritives ne valent pas une entrée ou un dessert. Un choix sanitaire qu'assument les responsables. François-Julien Piednoir. Plus de coca avec la pizza, seulement de l'eau au resto. C'est la révolution française contre le soda américain dans les 8 restos U de Montpellier. Pas pour des raisons diplomatiques, mais plutôt diététiques. Pour des raisons de santé publique, il est évident qu'un gobelet de Coca-Cola n'a pas la même valeur nutritionnelle qu'un yaourt ou qu'un fruit. Ça peut être bien justement pour que les jeunes aujourd'hui fassent un petit peu attention à tout ce qu'ils consomment. C'est bien de varier de temps en temps, un peu de coca, un peu d'eau, pas tout le temps la même chose. À Paris, dans tous les restos U, le soda coule encore à flot. Certains étudiants en avalent même comme de l'eau. Donc il paraît que c'est pas bon pour la santé ce que vous faites là, prendre un soda. Ah bah écoutez, moi j'adore ça donc j'en prends. Vous êtes accro? Ah oui, complètement. Maintenant s'il n'y a pas de soda, ça va pas. Je pense pas que ça nuise beaucoup aux étudiants, voilà tout simplement. Et votre pizza, faudrait peut-être l'interdire aussi, non? C'est-à-dire que c'est la première fois que j'en mange. Et ouais, je crois qu'il faudrait l'interdire parce qu'elle n'est pas très bien cuite. Avec 5 millions de repas servis par an à 2,70 € le plateau, les restos U parisiens n'ont pas envie de perdre leurs clients à cause du coca. L'étudiant qui souhaite vraiment consommer ce type de produit, s'il ne le trouve pas chez nous, il le trouvera ailleurs. Nous avons toujours considéré que nos étudiants étaient des personnes adultes et qu'on ne pouvait pas se permettre en fait de dicter leur choix. Qu'est-ce que vous faites s'il n'y a plus de soda aux rues? Dans les rues, je pense que les jeunes ne seraient pas contents et qu'il y aurait des manifestations dans toute la ville. Si l'on comprend bien, il est donc prêt à quitter le rue pour descendre dans la rue. Car à l'entendre interdire le soda serait la goutte d'eau, etc., etc. En cette période de rentrée, comment s'y retrouver dans les assurances scolaires entre les contrats multirisques habitation qui comprennent une couverture qui n'est pas toujours clairement explicitée et puis entre l'assurance spécifique pour chacun des élèves, un choix compliqué. Certains parents finissent par souscrire 2 fois sans le savoir. Florence Griffon, Anne Guéry et Virginie Travers. Tombera pas. Si elle se blesse, cette petite aura besoin d'une assurance, mais en la matière, les parents ne sont pas toujours très au clair. L'assurance scolaire est-elle facultative ou obligatoire? L'assurance scolaire n'est pas obligatoire. Cependant, pour les activités facultatives organisées par l'école, elle peut être exigée par les enseignants. L'assurance est donc obligatoire pour les sorties au musée, les classes vertes ou les activités sportives en dehors de l'école. Encore faut-il choisir la bonne couverture. Souvent, les parents sont incités à prendre en plus de leur multirisque habitation une assurance purement scolaire, comme la MAE ou la MMA. L'assurance habitation offre-t-elle une couverture? En ce qui concerne l'assurance responsabilité civile, il faut regarder effectivement dans l'assurance habitation. Par contre, pour l'assurance accident individuel, c'est une assurance à part. Si vous n'avez pas cette garantie individuelle accident, mieux vaut donc vous assurer. Il vous en coûtera entre 9 et 30 € par an, selon l'option choisie. Faut-il prendre toutes les options de l'assurance? Non, pas forcément, c'est à vous de juger. Bien sûr, plus l'assurance est chère, plus les prestations sont sophistiquées. Elles vont même jusqu'au remboursement de vêtements détériorés ou à l'assistance psychologique en cas de raquette. Tout cela vous stresse? Sachez tout de même que chaque année, il n'y a finalement que très peu d'accidents à l'école. 1 pour 232 élèves.
Décidément, la carte scolaire fait beaucoup parler d'elle en politique. Le débat a été lancé par Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Aujourd'hui, Dominique de Villepin prend position. Il est pour un aménagement et non la suppression et annonce une concertation avec les enseignants, les parents et les élus. Jean-Baptiste Prédaly, Francis Forget. L'accueil est bon enfant et même débordant, normal, c'est un public d'enfants, ou plutôt de collégiens de Thionville. Pour Dominique de Villepin, c'est surtout comme une inspection une semaine après la rentrée scolaire. Une revue de détail aussi, de l'insertion des élèves handicapés à l'enseignement professionnel. Mais le débat du moment, c'est la carte scolaire, son maintien ou sa suppression. Souhaité par exemple par Ségolène Royal. Le Premier ministre a sa solution, l'aménagement. Je suis pour une carte scolaire aménagée, respectueuse des principes qui fondent notre idéal républicain. Cet aménagement est possible. Il ne peut se faire qu'en concertation étroite avec tous les acteurs du système éducatif. Et voilà le ministre de l'Éducation nationale, Gilles de Robien, chargé d'organiser une concertation avec les enseignants, les parents et les élus. Ici, les élèves construisent ou réparent des voitures. Un coup d'œil admiratif et le Premier ministre en revient à la carte scolaire avec une pique contre Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP qui souhaite aussi la supprimer. Si demain il y a un remède miracle, si il y a une idée géniale qui permet de faire mieux que la carte scolaire, eh bien évidemment nous l'étudierons. Bref, une tournée d'inspection scolaire mais aussi politique. Une tournée de rentrée avec distribution des bons et des mauvais points. L'assurance vie concerne des millions de Français qui ont choisi ce type d'épargne. Eh bien, sachez que le gouvernement a en projet de changer la fiscalité sur certaines catégories de contrats. Les multisupports, il serait question de prélever chaque année et non pas au terme du contrat le taux de la CSG qui lui reste inchangé à 11%. Les explications bien nécessaires de François Baudenet. Pour réduire de 2 milliards d'euros le déficit de la sécurité sociale, le ministre de la Santé souhaite modifier le système de taxation d'une partie des contrats d'assurance vie. Il en existe en effet deux types. Les contrats monosupport, 60% des contrats. L'investissement se fait sur des obligations, c'est donc un placement sûr, mais peu rentable. Les contrats multisupports, soit 4 contrats sur 10 environ. Ils comportent à la fois des obligations et des actions. C'est seulement ce type d'assurance vie qui est concerné par une éventuelle réforme, uniquement sur la partie obligations. Jusqu'à présent, elles étaient taxées à la fin du contrat ou pas taxées du tout en cas de décès. Si la réforme passe, ces obligations seront taxées chaque année. Les assureurs et les associations d'épargnants s'opposent à ce projet. On change les règles du jeu en cours de route, c'est inadmissible et c'est de la rétroactivité. D'autre part, parce que c'est véritablement un surcoût d'impôt. Alors on nous dit que c'est une mesure indolore, c'est pas si indolore que ça. L'association d'épargnants estime en effet que le surcoût serait d'environ 4 000 euros par contrat. Beaucoup moins selon le ministre de la Santé. Au sein du gouvernement, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Bercy s'y opposerait. L'arbitrage devrait être rendu la semaine prochaine. Importante saisie à Paris de produits de tout genre venant de Chine, des produits contrefaits, des cachets de Viagra, mais aussi des milliers de jouets, de montres, de lunettes découverts dans des magasins et un entrepôt d'une valeur estimée à plus de 2 millions d'euros. Précisons que ces marchandises représentent, d'après les douanes, un danger pour la sécurité et la santé puisque les normes de fabrication ne sont pas contrôlées. On a appris aujourd'hui la décision de Jean-Marie Folz, le PDG de PSA Peugeot Citroën, de prendre sa retraite au début de l'année prochaine, après 10 ans de bons et loyaux services. Une décision qui ouvre la voie à des spéculations sur une relance stratégique du constructeur. Au Liban, c'est la fin du blocus aérien. Le premier vol Air France s'est posé sur l'aéroport de Beyrouth aujourd'hui. À son bord, le ministre des Transports Dominique Perben et de nombreux passagers heureux de rentrer au pays. Je vous rappelle que les liaisons régulières avaient été interrompues depuis la mi-juillet. Israël, qui a levé également son blocus maritime qu'il imposait au Liban depuis 8 semaines, c'est officiel. Désormais, c'est la force navale de l'ONU qui prend le relais et surveillera les côtes libanaises pour appliquer l'embargo sur les armes destinées au Hezbollah. Voici comment la France participe à cette mission à bord d'une frégate au large de Beyrouth. Envoyés spéciaux Laurent Boussier, Mathieu Birden. Actuellement une piste en entrée de zone d'exclusion. À plus de 200 km/h, l'hélicoptère de la Marine nationale se rapproche d'un navire qualifié de suspect. Un bateau battant pavillon jamaïcain qui n'a pas donné son immatriculation et qui navigue vers le Liban. Chaque bateau a une immatriculation. Et là, en fait, elle avait été repeinte, mais elle n'était pas distinctive. Survol, nouvelle demande de destination, cette fois les réponses semblent satisfaisantes.
Mission de routine. Nous sommes à 20 km des côtes libanaises où depuis quelques heures, à la demande de l'ONU, plusieurs navires militaires français patrouillent pour empêcher la contrebande d'armes au profit du Hezbollah. En charge de la surveillance d'une zone maritime de 2500 km², la frégate Kassar. Dans le centre opération, tous les navires entrant ou transitant dans la zone sont identifiés et suivis au radar. On nous a attribué la zone nord, c'est la plus proche des côtes syriennes, c'est la zone la plus sensible. Si éventuellement il y a un trafic d'armes, il est probable qu'ils viennent de cette direction. La plupart des bateaux dans la zone sont évidemment en règle. La difficulté consiste donc à repérer ceux qui peuvent être suspects. D'abord, nous avons une liste que je qualifierais de liste noire de bâtiments, qui sont des bâtiments déjà connus sur la base de critères suspects. Et ensuite, vis-à-vis de tous les bâtiments que nous croisons et que nous identifions, nous étudions leur comportement pour voir si c'est bien celui d'un navire commercial classique en transit. La France, mais aussi l'Italie et peut-être la Grèce devraient donc assumer pendant une quinzaine de jours cette mission de surveillance des côtes libanaises. Juste le temps pour la marine allemande, officiellement chargée par l'ONU de cette finule navale, d'arriver sur place. En Afghanistan, les talibans ont revendiqué cet attentat suicide à la voiture piégée en plein Kaboul, tout près de l'ambassade des États-Unis. 2 soldats américains sont morts et 14 civils. C'est un convoi militaire qui était visé jusqu'à présent. La capitale avait été plutôt épargnée. Les talibans qui opèrent dans le sud du pays où les combats se multiplient. Une vidéo propagande qui montre Ben Laden et les dirigeants d'Al-Qaïda préparant les attentats du 11 septembre 2001. À 3 jours de la date anniversaire des attaques terroristes, la chaîne Al Jazeera a diffusé les images que vous allez voir. Arnaud Miguet. Al Jazeera, la chaîne d'information basée au Qatar, se prépare comme les médias du monde entier à commémorer l'anniversaire des attentats du 11 septembre. À partir de ce soir d'ailleurs, la chaîne diffuse une série spéciale sur Oussama Ben Laden, assurant qu'il ne s'agit pas de propagande. Et comme par miracle, dès hier, c'est-à-dire 3 jours avant le 5e anniversaire des attentats, Al Jazeera recevait dans sa boîte aux lettres ce document. Il s'agirait d'images tournées avant le 11 septembre 2001. Oussama Ben Laden, de ses montagnes afghanes, recevait les dirigeants de son réseau pour préparer les attentats suicides. C'est un documentaire de plus d'une heure, bien fait, bien soigné, d'une façon professionnelle qui est un peu étrange, mais ce n'est pas une cassette de discours, mais c'est un documentaire, voilà. Dans cette vidéo, tout à la gloire d'Al-Qaïda, en fait un pot pourri, on retrouve pêle-mêle des hommes en séance de karaté ou s'entraînant au maniement des armes, du pistolet au couteau. On y voit aussi 2 des futurs 19 kamikazes, les Saoudiens Wael El-Chéri et Hamza El-Gamdi, revendiquant d'outre-tombe les attaques suicides. Pour la Maison-Blanche, tout cela n'est que propagande et selon le porte-parole, il n'y a pas de raison de penser que le document n'est pas authentique. La guerre des images et des messages ne fait que continuer. Ce 11 septembre, il y a 5 ans, 2 avions allaient frapper les tours jumelles à New York à quelques minutes d'intervalle. Héros anonyme de cette tragédie, les pompiers de la ville qui, au risque de leur vie, ont tenté l'impossible pour secourir ceux qui étaient pris au piège. Le souvenir de ces attentats les plus meurtriers de l'histoire reste extrêmement présent dans les casernes de la ville. Sur place, Alain Chalvran. La routine à la caserne numéro 3 de Manhattan. Les petites alertes, l'entraînement et la vie quotidienne de la compagnie. Quasiment une vie de famille. Les liens personnels entre ces hommes restent incroyablement forts, soudés par le souvenir de ces heures tragiques du 11 septembre 2001, lorsque 343 pompiers new-yorkais ont péri dans l'effondrement de ces tours. À la caserne numéro 3, on a perdu 12 hommes, la moitié des effectifs et l'autre moitié, eh bien, ce sont des miraculés. J'ai simplement eu de la chance. Je n'étais qu'au 23e étage, j'ai donc eu le temps de sortir. On était les seuls à descendre. Il y en a tellement qui sont morts, ils ne savaient même pas où ils étaient dans la tour. Ils n'ont pas eu la possibilité de sortir. Mike Moran est un autre survivant, mais il a perdu son frère, pompier comme lui, dans la caserne numéro 3.
Au début, on était tout le temps en colère. Maintenant, on arrive à penser aux camarades, aux bons moments qu'on a passés ensemble, à leur sourire. Et non plus tout le temps à ces images horribles qui nous obsédaient. Mike habite un bout de New York, où la ville rejoint l'océan. Un quartier irlandais où vivent depuis toujours de nombreux pompiers. Allez savoir pourquoi. C'est là qu'habitait aussi son frère John, il a une rue à son nom, et beaucoup d'autres pompiers du quartier qui sont morts dans les tours. On leur a construit un petit mémorial avec des poutres métalliques du World Trade Center. Difficile dans ce cadre d'oublier. Tout à coup, on s'est pris une grande claque, les yeux ouverts. Et le problème, c'est que dès que les gens nous parlent, c'est avec compassion. Pour des gens comme nous qui sommes dans le business, bien sûr que c'est toujours dans nos têtes. Mais dans la vie de tous les jours, on ne pourrait pas vivre sans mettre ça de côté et espérer que ça ne se reproduira plus. Et aucun pompier ne pourrait jurer que cela ne se reproduira pas. Plus que jamais, ils sont prêts. L'Etna est en pleine éruption. Le plus grand volcan européen crache des boules de lave depuis mercredi. Image spectaculaire de s'écouler à une altitude de près de 3000 mètres. Pas de danger pour les habitations aux alentours. Les vulcanologues suivent avec beaucoup d'intérêt les mouvements qui viennent du cratère. Médecine, avec cette intervention particulièrement rare, un bébé sirène a retrouvé l'usage indépendant de ses jambes. Au Pérou, c'est la deuxième fois que la petite fille était opérée. Elle pourra marcher. Florence Bouquilla. La petite sirène, c'est ainsi que l'appellent les Péruviens. Milagros est atteinte d'une malformation congénitale. Le syndrome Sirenomelia touche un bébé sur 70 000 naissances dans le monde. Ses deux jambes sont unies par des muscles et des tissus. Habituellement, les nouveau-nés atteints de Sirenomelia ne survivent pas plus de 15 jours. Milagros, elle, a eu plus de chance. À Lima, une équipe chirurgicale de pointe l'a prise en charge. Aujourd'hui, âgée de 2 ans et demi, Milagros a été opérée avec succès une première fois en 2005. Ses jambes ont été séparées à partir du genou. Hier, les mêmes chirurgiens ont divisé 10 cm de tissu encore soudé à l'aine. Nous avons effectué la séparation finale des muscles. Souvenez-vous, il y a 18 mois, nous avions coupé les muscles des jambes jusqu'à leur moitié. Après avoir récupéré, la fillette pourra vraisemblablement marcher dans de bien meilleures conditions. Entre ces deux opérations, Milagros a remporté sa première victoire, ses premiers pas accompagnés par des mains vigilantes. Pour les parents de la fillette, aujourd'hui, l'espoir se mêle à l'angoisse. Les chirurgiens doivent encore reconstruire les appareils digestifs et sexuels du bébé sirène. Le premier médicament pour traiter l'éjaculation précoce. D'après les spécialistes, 20 à 30% d'hommes en souffriraient. C'est au départ un antidépresseur qui a montré ses capacités à prolonger les rapports. Un produit qui désormais est spécifique pour ce genre de troubles et qui sera commercialisé si les tests bien sûr sont concluants. Laetitia Legendre, Antonin Boutard. 108 petites secondes, c'est pas le pied, mais c'est la moyenne pour les éjaculateurs précoces. Ce dysfonctionnement sexuel est le mieux partagé des hommes et de leurs partenaires. Un homme sur 5, voire 1 sur 3, pâtirait de ce plaisir écourté. Ça vous est déjà arrivé, vous? Ouais. Bah oui, comme tous les mecs, je pense. Et alors? Bah alors, on est déçus pour la copine. Quand on compte un éjaculateur précoce, on ressent quoi? De la frustration, moi, je dirais. De la frustration, ouais. Le plaisir, quand ça dure un peu longtemps, c'est bien, quand même. Pour tenter de remédier à ces désagréments, un nouveau médicament, la dapoxétine, appartenant à la famille des antidépresseurs, est à l'essai. Ces derniers résultats montrent que les participants à ce traitement gagnent près de 2 minutes supplémentaires entre la pénétration et l'éjaculation. Ce que fait le médicament, c'est qu'il retarde la contraction de ces glandes sexuelles et il retarde également l'expulsion du sperme. Un médicament aux effets secondaires parfois embarrassants, nausées, diarrhée, maux de tête ou vertiges. Cette annonce intéresse pourtant les spécialistes qui prescrivaient déjà certains antidépresseurs pour leur effet retardateur. Donc il peut nous arriver de prescrire ces médicaments-là pour aider les hommes à retarder l'éjaculation. Mais ça n'a pas la même fonction que quelque chose qui, entre guillemets, a été étudié pour et surtout qui se prend ponctuellement. Les États-Unis et l'Europe étudient l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament.
même si pour certains spécialistes, le principal organe sexuel reste encore le cerveau. Devant la justice, une affaire inédite. À Strasbourg, une habitante victime des effets nocifs d'antennes de téléphonie mobile a porté plainte. Elle souffre d'une hypersensibilité qui lui gâche la vie. Christine Boss, Virgilie Hadot. Sabine Rinkel a tout essayé. Même se calfeutrer chez elle pour se protéger des ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile. Rien n'y fait. Depuis 3 ans, cette habitante de Strasbourg souffre le martyre. J'entends des sifflements, des sons qui sont très très forts. Et au moment où ces sons sont très très forts, que je réceptionne, j'ai des vibrations derrière l'oreille droite, ainsi que dans la mâchoire. Sabine Rinkel, qui a subi une opération à la mâchoire avec installation de plaques et de vis, est atteinte d'une pathologie rare, l'électro-hypersensibilité. Désespérée, elle attaque aujourd'hui son bailleur social devant le tribunal d'instance. Le bailleur a des obligations vis-à-vis de son bailleur et notamment lui assurer une jouissance paisible des lieux loués et elle ne doit pas être troublée de quelque manière que ce soit. Et j'estime donc pas par des antennes de téléphonie mobile également. Un bailleur social, QS Habitat, qui rejette toute responsabilité, car pour lui, comme pour les opérateurs de téléphonie mobile, le lien de causalité entre les ondes émises et l'électro-hypersensibilité n'est pas établi. Tous les médecins disent et attestent que Mme Rinkel subit des troubles qui sont uniquement dus à un état anxieux qu'elle attribue, elle et elle seule, aux antennes de téléphonie mobile. Pour ce spécialiste des rayonnements électromagnétiques, la problématique rappelle celle de l'amiante. Les industriels de l'amiante refusaient aussi de dire que l'amiante avait un effet, alors que tout le monde savait que l'amiante avait un effet. C'est le même problème, on est dans le même type de problématique. Ça va se régler par les tribunaux, puis un jour on va officiellement annoncer qu'il y a un syndrome des micro-ondes. Sabine Rinkel n'est pas un cas isolé, elle ne rêve que d'une chose, retrouver une vie normale. 2 loups ont été abattus en Isère. Ils menaçaient des troupeaux. Les organisations écologistes ne décolèrent pas, affirmant que l'opération est illégale. Benoît Guédret, Thierry Simonet. C'est dans cet alpage du massif de Beldon que la traque a commencé il y a 15 jours. Là où des loups ont attaqué à 7 reprises ce troupeau, provoquant la mort de 27 brebis. Le préfet a donc donné l'autorisation d'abattre un loup, ce qu'autorise un protocole d'État pour chaque opération. Mais hier, les gardes, dispersés dans la montagne, sont allés au-delà en tuant 2 loups à quelques minutes d'intervalle. Que l'un des tireurs n'a pas entendu le premier coup de carabine et, pour des raisons de difficulté de transmission du réseau, n'a pas pu être non plus prévenu. Il ne nous a pas été possible de filmer les 2 loups. L'erreur de l'administration provoque la colère des associations impliquées dans la défense de l'animal. La plupart avaient accepté le principe d'un tir ponctuel, mais en aucun cas d'un double prélèvement sur un même secteur. Et quand on voit que sur ce massif de Beldon, il y avait 7 à 8 loups il y a 2 ans, qu'il n'y en avait que 2-3 au sortir de l'hiver dernier et qu'on en prélève encore 2, quand on sait que sur l'Isère, depuis 2 étés et en tout, ça fait 4 loups qui ont été tirés officiellement, sans compter les loups braconnés, effectivement il y a de quoi être inquiet et vraiment mécontent. L'éleveur, victime des attaques, se satisfait lui de la mort des 2 loups, mais il s'interroge sur l'efficacité du prélèvement. Bon, 2 loups de tuer, c'est déjà 2 loups qui ne font pas de dégâts sur mes troupeaux, mais moi je sais aujourd'hui qu'il reste encore des loups. Alors si, parce qu'ils en ont tué 2, les restes des loups ne viennent plus sur mon troupeau, ça sera bien. Ça c'est l'avenir qui va le dire. Et vous pensez que ce sera le cas ? Non, pas du tout. Pour l'année 2006, le gouvernement a décidé de supprimer au maximum 6 loups. 4 peuvent donc encore être abattus sur l'ensemble du territoire. Un mot de sport avec du tennis et l'US Open. La victoire de Roger Federer la nuit dernière en quart de finale. Le joueur suisse numéro 1 mondial a battu l'Américain James Blake en 4-7, 7-6, 6-0. 6-7, 6-4. Il rencontrera le Russe Davydenko en demi-finale. C'est l'événement théâtral de la rentrée. Isabelle Adjani remonte sur scène 6 ans après La Dame aux Camélias. À partir de ce soir au Théâtre Marigny, elle incarne avec un talent inégalé Marie Stuart, reine d'Écosse et éphémère reine de France, qui fut décapitée sur les ordres d'Élisabeth. L'immense plaisir de retrouver Isabelle Adjani dans un rôle à sa mesure, avec une force et une présence incomparables. Sophie Jouve, Frédéric Bonne. Rassurez-vous, sur scène vous la verrez plus que nous, car Isabelle Adjani ne veut pas être filmée au théâtre. Actrice mythique, elle vit avec l'obsession de contrôler son image. Élisabeth,
Le monde jugera sévèrement votre faute. Une peur du regard hostile qui rappelle Marie Stuart. Toutes les rumeurs qui ont pu courir sur Marie Stuart, sur Isabelle, les malentendus, le fait d'être emprisonné aussi dans un carcan de starification où on devrait être extrêmement à l'aise et on devrait en profiter et finalement ça se retourne contre vous et on est poursuivi, harangué, ce qu'on raconte est déformé. Après Camille Claudel et sa folie, la dame aux camélias et sa tuberculose, la reine Margot couverte de sang, Adjani incarne à nouveau un rôle tragique. La dernière nuit de la reine d'Écosse qui va être décapitée en public. Ils prendront tous place ici. Certains debout, les retardataires, et ceux qui ne veulent pas en perdre une miette. Des gens de l'ombre, quelques célébrités, des ministres, des ambassadeurs. Sûrement personne de Rome. Jouer avec elle, c'est vraiment être en face d'une sorte de vérité qu'elle cherche obstinément, avec violence parfois. Au moment où on va lui trancher la tête, c'est moi qui suis là, tout près, je la regarde, je dis mais c'est pas possible d'être aussi belle, d'irradier autant, quoi. Avec le linceul dans les ambiances. Comme quoi, au sein d'une troupe, Isabelle aspire à être une femme comme les autres. Isabelle, multiple et intense, au théâtre son vrai royaume, où pendant 2 heures elle nous tient en haleine, marchant vers la mort, droite, sans peur. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, suivie du point route Valérie Maurice. 20h50, boulevard du Palais. Quant à moi, j'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.